Geoffroy Bonjour. Roux de Bézieux, merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Depuis les rencontres des entrepreneurs de France, votre rendez-vous annuel, dans lequel à peu près tout le gouvernement est passé, un très grand nombre de personnalités, des personnalités étrangères, des premiers ministres polonais, tunisiens, Volodymyr Zelensky qui a ouvert hier vos rencontres, donc du MEDEF, des chefs d'entreprise français. On a envie de savoir un peu comment s'annonce l'année, comment s'annonce la situation. Pas mal de ministres vous ont essayé de vous rassurer, mais j'ai d'abord envie d'avoir votre vision. Est-ce qu'ils vous ont rassuré? Est-ce que vous êtes inquiet quand on voit la contraction de l'activité cet été, la hausse des taux, la hausse de l'inflation, une récession possible en Allemagne? C'est pas facile. Le maître mot, c'est l'incertitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des secteurs, l'activité est plutôt bonne. Il y a même des secteurs qui ont fait un très bon été, comme l'aérien ou le tourisme. Mais quand on regarde à 2, 3, 4 mois, c'est l'incertitude et effectivement l'inquiétude qui domine. Alors, bon, être entrepreneur, c'est en général être dans l'incertitude et s'adapter. Mais là, ce point-là, je crois que c'est la rentrée la plus incertaine qu'on ait connue, avec des paradoxes. Les chefs d'entreprise sont très optimistes pour leur entreprise et assez pessimistes pour l'économie française. Les ménages sont très pessimistes, alors que les chefs d'entreprise sont un peu plus optimistes. Donc tout ça donne un cocktail compliqué avec, vous l'avez cité, la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie et puis globalement les incertitudes géopolitiques et climatiques. Alors justement, on a eu Elisabeth Borne et on a eu Bruno Le Maire qui sont venus et qui ont eu un discours en votre direction. Est-ce qu'ils vous ont rassuré? Est-ce qu'ils ils vous ont parlé? Enfin, est-ce qu'ils vous ont dit ce que vous attendiez? Bon, je ne sais pas si le mot rassuré est le bon, parce qu'on n'est pas là pour être rassuré. Un chef d'entreprise, il est pas insouciant, comme dirait le président de la République. Il est par nature, non pas anxieux, mais à l'écoute de signaux faibles. Ce qu'on peut dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on a le sentiment, après le discours d'Elisabeth Borne et celui de Bruno Le Maire, que la politique de l'offre consiste à baisser les impôts et les charges des entreprises pour derrière qu'elles puissent investir, employer et créer des emplois. Ce cap-là, qui a marché non seulement sur le plan de la création d'emplois, mais aussi, Bruno Le Maire l'a reconnu devant vous tout à l'heure, sur le plan des rentrées fiscales. La baisse des impôts, enfin la baisse des taux plutôt, fait plus d'impôts pour l'État. Ce cap-là va être maintenu. Après, sur l'énergie, on a tous une grosse incertitude. On a une incertitude de prix. Aujourd'hui, on paye 1 000 euros du mégawattheure sur le marché spot. Alors, ça dit rien Alors aux que c'était téléspectateurs. 85 euros Voilà, l'année dernière, c'est il faut x10. C'est ça qu'il préciser, faut comprendre. bien sûr. Alors, heureusement, une partie d'entreprise est protégée avec des contrats à terme. Mais évidemment, les contrats à terme, ils ont un terme, justement. Et puis, même sur la disponibilité. Et si Vladimir Poutine coupe complètement le gaz à Noël? Et quand je dis si, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Enfin, il a compris notre dépendance. Eh bien, il va falloir faire avec moins de gaz. Alors, elle a lancé un appel à la sobriété, mais enfin, Oui, on n'a Elisabeth pas. Borne hier Oui, alors. vous a donné une sorte de feuille de route. Elle a dit, les Oui, administrations ont un plan à me présenter de 10% d'économie d'énergie dans le mois qui vient, et je vous propose de vous retrouver en octobre pour que vous me mais présentiez vous savez, vos propres plans. C'est la c'est bonne méthode? un peu scolaire parce qu'on n'a pas attendu le Premier ministre, enfin la Première ministre plus exactement, pardon, pour faire des économies, ne serait-ce que parce qu'on en a besoin quand on voit la facture d'électricité. Alors, Vous n'avez pas apprécié la méthode, vous voulez dire? non, non, Oui ou disons que non? non, je ne veux pas polémiquer sur le sujet de la méthode. Disons que le discours était un peu scolaire, mais c'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on va y arriver? Parce que si on n'y arrive pas, et c'est ça le vrai sujet, on va être obligé d'arrêter de produire. Et ça, c'est gravissime pour l'économie. Je suis relativement optimiste, mais il faut vraiment qu'on se mobilise tout. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord le sujet le plus important, c'est les process de production. Mais les process de production, c'est un bateau qui a beaucoup d'inertie. On ne peut pas changer de méthode de production comme ça. Donc, on aura du mal à se mettre en place pour en 3 mois. Qu'est-ce qui reste? Il reste le chauffage des bureaux, chauffage des entrepôts, chauffage des ateliers. Et là, oui, il y a des économies à faire. On a un peu oublié, vous savez, la chasse au gaspillage. Bien sûr, on Premier connaît. choc pétrolier, un Bien décret sûr. de 74 qui fixe la température maximale des bureaux, par exemple, à 19 degrés. On a demandé à nos fédérations, à nos territoires, c'est quoi le chauffage des hauts? Personne ne sait. Et en fait, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Donc là, il y a effectivement des choses à faire. Il y a le déplacement des collaborateurs, mais pour venir au bureau. Il y a la semaine des 4 jours, il y en a qui disent c'est aussi une économie d'énergie. Oui et non, parce que quand ils Ou sont le pas au bureau, télétravail. oui, alors le télétravail c'est la fausse bonne idée, parce qu'il faudrait que tout le monde télétravaille le même jour pour qu'on ferme les bureaux complètement. Alors c'est pas le cas par construction. Donc il y a des choses à faire. Après, est-ce qu'on va arriver aux 10%? Honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas vous le dire.
disons que la prise de conscience est là, chez les entrepreneurs, il faut qu'elle soit évidemment collective, hein. On a une discussion avec les syndicats aussi, parce qu'il faut embarquer les salariés. Si jamais on doit aller à 19 degrés, voire moins, il faut quand même que les salariés soient à bord. Et puis il y a peut-être des choses un peu plus intelligentes. Par exemple, vous savez que l'électricité, en fait, c'est un problème de pic. C'est-à-dire c'est la consommation maximum à une certaine heure de journée. Peut-être qu'en fermant certains magasins un peu plus tôt ou en fermant les bureaux un peu plus tôt, on peut arriver à des choses intelligentes. Donc on est en train d'explorer tout ça. Évidemment, vous n'avez pas apprécié la polémique sur les jets privés, mais néanmoins, ça pose une vraie question. On demande à tous de faire des efforts, et ça vous choquerait qu'on demande des efforts à un certain nombre de personnes qui utiliseraient des moyens qui polluent particulièrement? Au-delà de l'aspect totalement inopérationnel de cette proposition, parce que les jets privés, on ne peut pas les interdire en France, ils volent au-dessus de la France. En plus, il y en a beaucoup qui sont pour des opérations commerciales, en fait, qui créent de la valeur. Mais la réalité, c'est que c'était l'exemple type de ce qui fait l'écologie politique. J'attaque les barbecues, j'attaque les piscines, j'attaque le golf, j'attaque le jet privé pour ne pas m'occuper des vrais problèmes. Parce que les jets privés, c'est 0,1% de l'émission carbone. Les vrais sujets sont pas... symbolique. Mais oui, mais il faut faire de l'efficacité énergétique. Ce qui compte, c'est la tonne de carbone évitée. Le meilleur exemple, c'est la loi climat et résilience, qui a été issue de la Convention citoyenne. Les 20 premières mesures de cette loi, le coût de la tonne de carbone évitée, c'est 800 €, alors que le prix de marché est à 80 €. Vous voyez ? Donc on fait des mesures qui coûtent très cher et qui n'ont aucun impact, ou un impact limité pour être juste sur la planète. Ben vous dites... Moi, je suis pour un capitalisme décarboné et la pire chose, c'est de laisser l'écologie aux écologistes. Est-ce que vous êtes vraiment crédible lorsque vous dites ça? Écoutez, la solution, je veux dire, on est le problème et la solution, en fait. Puisque c'est la production humaine, c'est l'économie. Donc, effectivement, pour être juste, il y a toujours deux solutions. Il y a la solution de la décroissance, c'est réduire la production. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure M. Aurélien Barraud, astrophysicien, qui disait en gros les Occidentaux doivent arrêter de consommer, de produire, de polluer. Mais c'est pas ce qu'a dit Elisabeth Borne non, hier. Mais c'est surtout pas acceptable pour nos concitoyens. Il y a, je sais pas, 1%, quelques pourcents de la population qui est prêt à suivre Madame Rousseau dans une autre forme de comportement. Mais l'essentiel de nos concitoyens, et on est encore en démocratie, continuer à avoir envie de vivre, de voyager. Mais il faut le faire différemment. J'ai parlé de capitalisme décarboné, j'ai parlé de croissance sobre. C'est ça le sujet, c'est comment réduire la consommation. Il y a de la technologie. Dans le futur, je suis sûr qu'on arrivera, on le voit d'ailleurs dans certaines productions, à réduire très 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 fortement l'empreinte carbone de la production. Mais ça, c'est du moyen terme, parce qu'il faut de l'investissement technologique. Puis il y a des comportements, y compris chez le consommateur et chez le citoyen. On a besoin de tout le monde pour l'écologie. L'industriel, disons le chef d'entreprise, évidemment, mais aussi le citoyen. Un mot quand même sur cette fameuse polémique sur les super profits. Vous avez dit hier, celui qui a fait les super profits, c'est l'État, parce qu'il a pris 27 milliards de chiffre fiscalité. Que M. Le Maire a confirmé. Oui, mais dans les 27 milliards, il y a 13 milliards qui sont de la TVA et d'autres impôts sur le revenu et pas directement les impôts sur les sociétés. Mais les impôts sur le revenu, c'est les salaires distribués par les entreprises. Oui. Vous voyez, tout ça est un tout. Allez-y. Non, mais justement... Est-ce que, si on ne parle pas de taxation, mais plutôt de solidarité, est-ce que ce serait plus acceptable, à votre avis, pour des entreprises qui, par exemple, le prix du pétrole a augmenté, donc les bénéfices de Total Énergie ont beaucoup augmenté. Mais vous avez vu que dans le transport ou autre. Total a volontairement, avec un peu d'accompagnement du gouvernement, fait une ristourne à la pompe. Mais je vais vous dire, si on avait le taux d'impôt des États-Unis, le taux d'impôt de l'Angleterre, on pourrait se poser la question. Ils ont baissé quand même, Pardon ? Ils ont baissé. Ils ont baissé, mais les prélèvements obligatoires en France restent au top de l'OCDE. Donc, on a réussi collectivement, et le gouvernement y est pour quelque chose, un signal depuis 5 ans en rendant la France attractive. C'est pour ça que l'économie résiste mieux. Tous les signaux contraires vont réduire tous ces efforts à néant. Tout ça pour gratter quelques centaines de millions d'euros qui correspondent à rien. Et puis il y a un autre argument. On parle beaucoup de CMA, CGM. Le transporteur. Transporteur, parce que le container a explosé à 18 000 $, le container. Mais quand le container était à 2 000 $, moi, j'ai pas entendu la NUP expliquer que la boîte perdait des milliards d'euros et qu'il fallait lui rendre ses impôts. Parce que si on fait varier le taux d'imposition en fonction des bénéfices, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué pour les recettes de l'État. Il vaut mieux avoir un système constant. Et quand les entreprises se font
des profits, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit, mais des profits importants, eh bien, par le jeu du taux d'imposition, ça augmente les recettes de l'État. L'Ukraine, vous avez ouvert vos rencontres avec le président Zelensky, vous avez dit clairement il faut choisir le camp de la liberté, mais vous avez dit aussi sur les entreprises qui restent en Russie, elles ont le choix. Il ne faut pas faire de cadeaux à Poutine et moi je ne reçois pas de leçons des Américains. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont toujours Total Energy, Leroy Merlin, Auchan, Bonduelle, Lactalis, il y en a pas mal. Qu'est-ce que vous leur dites alors même que vous êtes très engagé justement là-dessus? Mais je pense qu'on peut être engagé dans ce combat liberté et c'est pour ça qu'on a choisi de donner la parole à Vladimir Volodymyr. C'est compliqué à prononcer, Zelensky en ouverture de cette rencontre parce que c'est le combat de nos valeurs et qu'il y a, oui, dans la guerre, c'est jamais complètement noir, complètement blanc. Mais il y a quand même un agresseur et un agressé. Il y a un régime plus démocratique, qui, même s'il n'est pas parfait, et une dictature. Donc le choix, il est évident. Et les empereurs français, malgré le coût de cette guerre, doivent choisir le camp de la liberté. Pour autant, quand vous êtes impliqué, comme Total, comme d'autres, en Russie, c'est à chaque entreprise, en fonction de ce qu'elle peut négocier, de comment elle peut partir, si elle ne peut pas partir, de décider. C'est pour ça que moi, je ne donne pas de leçons. Et là, en référence aux Américains, il ne faut pas se tromper. Quand on attaque Total, je ne suis pas le perdreau de l'année. Et j'espère que vous non plus. Tout ça me paraît quand même bien organisé, cette petite fuite avec complicité d'ONG. Oui, alors, ce que vous nous dites, c'est finalement, attention, dans cette guerre, il y a des enjeux aussi entre l'Amérique et l'Europe. Mais bien sûr. Et par exemple, sur la reconstruction, les Américains ont pris déjà des options bien sûr. Dans le domaine militaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait venir Zelensky. Est-ce qu'on va être assez présent? Alors vous avez entendu Zelensky hier, hein, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je l'ai fait venir, pas venir parce qu'il était en visio. Hein. Il va y avoir un marché de reconstruction énorme, autour de 700 milliards de dollars. Il ne faut pas que ça soit, une fois de plus, nous, pardon, les dindons de la farce. On a eu le cas dans des pays moins importants où en plus on avait envoyé des soldats. L'Irak, pour ne pas la nommer, où on n'a eu aucun marché. Donc c'est pour ça qu'on veut se positionner et que j'ai tendu la main à l'Ukraine. Globalement, de toute façon... Et on est bien placé ? Écoutez, c'est probablement un peu tôt pour le dire parce que malheureusement en ce moment c'est plutôt des destructions. Encore, mais normalement on a un projet avec Bercy de faire un grand forum de reconstruction avec les entreprises dès qu'on pourra le faire à Paris pour justement se positionner. Plus globalement, si vous voulez, choisir le camp de l'Ukraine, ça n'est pas choisir le camp de l'Amérique. L'Europe, et singulièrement la France, doit avoir une voix un peu différente. C'est ce qu'a fait le président Macron, objectivement, en essayant de trouver un positionnement un peu, j'allais dire, gaulliste, qui a toujours été une voix un peu différente. L'emploi. Elisabeth Borne l'a dit hier, il n'y aura pas de plein emploi sans bon emploi. Et tout à l'heure, Bruno Le Maire aussi a répété, vous, les chefs d'entreprise, pour garder vos salariés, parce que c'est pas facile et qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il faut augmenter les salaires, proposer des conditions de travail acceptables, travailler sur la mobilité, la revalorisation des emplois. Vous êtes prêts à l'entendre, ça ? Oui, d'abord, je vais vous dire, le marché de l'emploi, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ouais. Alors pendant longtemps, il a plutôt marché, entre guillemets, en faveur des employeurs. Mais depuis quelques mois, presque un an, le marché s'est retourné et aujourd'hui, on le voit bien, quand on cherche un emploi, on le trouve et les salaires augmentent. La masse salariale a augmenté de 11% depuis le début de l'année. Alors il n'y a pas que les augmentations de salaire, mais le salaire moyen par tête, qui n'est pas une belle expression, mais qui donne un 6%. Donc les salaires augmentent, premier point. Non, deuxième point, un mot, ils augmentent moins que l'inflation. Non, 6%, le salaire moyen par tête, c'est l'inflation. Ah ben attendez, pardon, l'inflation est à 6. Les salaires, moi j'ai augmentation salariale de 3,1%. Il n'y a pas de chiffre, il n'existe pas de chiffre. Le seul chiffre, il est de l'INSEE. Et c'est le salaire moyen par tête, c'est le nombre de gens employés par la masse salariale. Bon. Mais au-delà de cette polémique, le marché est en train de se retourner et ça va durer. Pourquoi ? Parce que la démographie de l'Europe, mais de la France, fait qu'il y a de moins en moins d'accroissement de force de travail. Bon. Alors après, les entreprises s'adaptent. Mais j'ai entendu tout à l'heure Bruno Le Maire expliquer qu'il fallait que les restaurants n'offrent pas des horaires fractionnés. Oui, mais à ce moment, il faut demander aux gens de venir déjeuner en continu, de manger en continu. Il y a un moment, si vous voulez. Non, c'est une question d'organisation, de travail, qui permettent à chacun de vivre correctement. Oui, mais qu'il y ait des métiers plus contraignants que d'autres, je ne le nie pas. Donc, on compense par les salaires. On peut compenser par les salaires, on peut faire des efforts sur la mobilité, mais c'est en train de se produire. Alors évidemment, il y a toujours le problème d'adaptation, et puis il y a des secteurs qui trinquent en ce moment sur le plan des marges. C'est en train de se produire. Mais je vais vous dire,
moi je suis libéral, c'est pas parce que Bruno Le Maire, ou qui que ce soit d'ailleurs, nous dit qu'il faut augmenter les salaires qu'on va les augmenter. C'est parce qu'on a du mal à embaucher. C'est pas parce que Bruno Le Maire nous dit d'améliorer les conditions de travail qu'on va les améliorer. C'est parce que chaque employeur a besoin de traiter ses salariés correctement, sinon ils partent. Et donc il y a une marge et on peut progresser. Oui, mais attention, prenons l'exemple du restaurant. Au final, si on augmente les salaires pour rendre le métier plus attractif. Ce qui a déjà été fait en partie par l'UMI. L'UMI qui a négocié 11%. Bon. Vous savez, dans la restauration, ça dépend évidemment des Oui. niveaux de restauration, les salaires, c'est 70% du prix. Donc il faut accepter qu'il y ait une augmentation de la carte. Pas de la carte, pardon, du prix. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est un tout. Si on augmente les salaires, et on augmentera les prix. On peut baisser les dividendes. Mais non, pardon, là aussi, les dividendes, la part des dividendes, INSEE, depuis 20 ans, est constante. Et les dividendes, c'est les loyers de l'argent. Si vous n'avez pas de dividendes, vous n'avez pas de capital. Et du capital, il en faut. Il en faut de plus en plus. En tout cas, c'est ce que peuvent dire un certain nombre de commentateurs. Oui, mais dont vous n'êtes pas. D'analystes et que ceux qui regardent, puisque je vais citer François Langlais, mon confrère, éminent confrère, qui dit que les dividendes ont augmenté de 32,7% au deuxième trimestre. Oui, mais après, pardon, mais prenez-les sur 20 ans, parce que la différence entre le loyer immobilier ou les salaires et les dividendes, c'est que les dividendes, ça monte et ça baisse beaucoup plus. Donc 32% sur l'année 2021, qui avait été les résultats de 2020, payés en 2021, donc une très mauvaise année. Mais je pourrais vous prendre 21, les dividendes, et ils ont baissé de manière spectaculaire par rapport aux dividendes 2020 de l'année 2019. Ça ne veut rien dire. Pardon, mais là je suis déçu. François Langlais est un remarquable journaliste, mais prendre ce chiffre sur un trimestre, c'est absurde. Bon, alors voilà la réponse du président du MEDEF. Comment ça va se passer? Les prochaines réformes, le gouvernement dit on va les poursuivre, le cap va être poursuivi, la baisse des impôts, la politique de l'offre et les réformes qui arrivent, assurance chômage et retraite. Dans le paysage politique et syndical, il faut voir ce qu'a dit Laurent Berger aujourd'hui de la CFDT, dans Le Monde, il l'explique, il ne faudra pas compter sur moi pour faire varier les indemnités chômage en fonction justement de l'offre et de la demande. Il ne faudra pas compter sur moi pour établir un âge pivot dans lequel on augmente l'âge de départ à la retraite. Donc comment vous allez faire? D'abord, quelle réforme est importante? La priorité, c'est l'assurance chômage, parce que, je ne sais pas si vous êtes parti en vacances cet été en France, mais vous avez vu tous les restaurateurs, tous les hôteliers, mais pratiquement tout le monde, personne n'arrive à recruter. Donc on a quand même un problème. Ça n'est pas la seule réponse. Il y a des problèmes de salaire, vous l'avez dit, problèmes de mobilité, problèmes de logement, mais il faut réformer l'assurance chômage. Il faut le faire maintenant, et c'est ce que va faire le gouvernement. Après, je l'ai dit, on ne trouvera pas d'accord, mais vous l'avez dit d'ailleurs avec la CFDT et avec les autres syndicats là-dessus, donc il faut que le gouvernement prenne la main. Après, il y a une deuxième réforme qui est importante, qui ne produira pas d'effet immédiat, mais qui est importante pour la suite, c'est les retraites. Et une fois qu'on a fini la réforme de l'assurance chômage, il faut s'attaquer à la réforme des retraites. En juillet 2023. J'ai entendu Bruno Le Maire dire qu'il faut qu'elle rentre en vigueur en juillet 2023. Je ne sais pas si c'est juillet, si c'est septembre. C'est une réforme tellement compliquée, tellement importante, tellement structurante, qu'il faut la faire le mieux possible en prenant en compte tous les paramètres. Nous, on a un effort à faire sur l'emploi des seniors, évidemment. Donc, beaucoup plus compliqué que l'assurance chômage. Donc voilà, et je suis heureux de voir que le gouvernement a décidé de continuer. Après, vous me parlez de majorité politique. Moi, je ne vais pas vous répondre. Chacun prendra ses responsabilités. Bien sûr. Bien sûr. Quand vous dites l'État devra reprendre la main sur l'assurance chômage, vous serez d'accord avec ce que va décider l'État, c'est-à-dire justement... Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui... Il va nous interroger. Nous, ce qu'on dit simplement, je pense que l'idée a été reprise par Olivier Dussopt, semble-t-il, c'est de dire on ne touche pas au niveau des indemnités. Par contre, quand le marché du travail est plus facile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'emplois disponibles, ce qui est le cas aujourd'hui, on doit être indemnisé moins longtemps. Ouais. Voilà. Et c'est sur ce moins longtemps qu'il faut qu'on discute. Non. Mais attention, ça marche dans l'autre sens. C'est réversible. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'une récession. C'est justement ce que j'allais vous poser comme question. Aujourd'hui, ça va, mais on a des prévisions quand même qui sont inquiétantes. Une contraction de l'activité, l'inflation qui continue, comme je le disais, la récession peut-être en Allemagne. Donc peut-être que l'année 2023 sera une année de récession. Est-ce que vous croyez qu'on sera dans une récession, dans une stagnation? Et du coup, il y a des conséquences importantes. Je ne sais pas vous répondre. Je vais vous dire, depuis 3 ans, vous avez vu que les économistes se sont tous magistralement plantés. Moi, j'avais senti en sortir de Covid qu'on aurait une très forte croissance, donc j'ai eu la chance de faire à peu près le bon diagnostic. Je suis d'une extrême prudence. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc le pire n'est pas certain, mais je suis incapable de vous dire si on entrera en récession. La Chine
ralentit fortement. C'est quand même le Bien sûr. moteur de la croissance mondiale. Et s'il y a une récession mondiale, la France n'est pas une île. Oui, et donc ça fait partie des hypothèses. Et dans ces cas-là, sur l'assurance Ah chômage mais en bien sûr, l'occurrence, on n'aura peut-être pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. mais il faut mettre en place un système, mais évidemment appuyer sur le bouton du raccourcissement de la durée d'indemnisation va dépendre de la situation économique. Il faut que ce soit un système qui soit modulable et réversible. Merci À vous. beaucoup, merci Geoffroy Roux de Bézieux. On aura l'occasion de reparler de tout ça parce que l'activité économique de l'année et l'actualité économique de l'année s'annoncent très riches.